Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Bastien Paüs, directeur général chez Uber Eats France. Uber Eats qui teste depuis ce 3 juin un système de consigne à Paris. Notre débat portera sur le e-commerce avec cette question: comment instaurer un commerce en ligne plus durable et écologique. Et puis dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Comme tous les jours, je vous présenterai les céréales croquants qui s'affichent saines et bio avec leur Nutri-Score. Ah, voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Bastien Paüs, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Uber Eats et vous lancez avec l'enseigne BioBurger ce 3 juin un système de consigne à Paris. C'est un test, c'est ça? Oui, exactement. En fait, on a souhaité lancer, on a un certain nombre d'initiatives depuis plusieurs années pour accompagner les restaurants dans leur transition écologique. Et on a souhaité aller un cran plus loin en allant sur un modèle d'emballage réutilisable, donc avec un système de consigne. Et donc l'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le 3 juin, et pendant une durée d'1 mois, on va s'associer avec BioBurger pour permettre aux clients qui commandent au sein de BioBurger via l'application Uber Eats de se faire livrer un menu consigné avec la possibilité de ramener leur emballage pour réduire et minimiser les déchets qui sont produits. Alors vous allez tester ça pendant combien de temps et qu'est-ce que vous allez observer pour décider ou non de prolonger l'expérience et éventuellement de l'élargir à d'autres partenaires restaurateurs? Alors, c'est un test qui va durer pendant une période d'1 mois. Oui. Il y a pas mal de choses qu'on va chercher à éclaircir avec ce test, puisque c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. Et il y a un certain nombre d'obstacles. A priori, quand on réfléchit à la livraison et la consigne et mettre les deux ensemble, c'est pas forcément évident. Donc, il y a des obstacles d'ordre logistique, des obstacles d'ordre financier, des obstacles d'ordre réglementaire. Des obstacles d'ordre sanitaire aussi, puisqu'on va ramener dans des restaurants, par exemple, des contenants qui ont déjà été utilisés, etc. Donc, c'est un peu tous ces points qu'on va chercher à éclaircir et aussi comprendre quelle est l'appétence des clients pour ce type d'offre, puisqu'il y a un surcoût au moment de la prise de commande, puisque le client va devoir payer un peu plus pour l'emballage consigné. C'est combien? C'est 4 € par menu. Donc, il y a un emballage pour le burger et les frites et un deuxième emballage pour la boisson. Oui. Et le client se fait rembourser ces 4 € quand il ramène le comptant. Principe de la consigne. Exactement. Oui. Mais donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on va chercher à éclaircir et pour comprendre ensuite, est-ce que ce modèle-là fonctionne? Est-ce qu'on a besoin de le modifier un petit peu dans l'optique de déployer une plus grande échelle? Et une dernière chose qu'on va souhaiter éclaircir avec ce pilote, c'est a priori, il y a un consensus sur le fait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite s'orienter vers le modèle de consigne. Après, on remplace des déchets par d'autres émissions parce qu'il va y avoir du transport sur le packaging, il va y avoir de l'eau utilisée pour le lavage, etc. Donc, on souhaite aussi valider le fait que ce modèle-là, finalement, soit vraiment celui qui est le plus vertueux d'un point de vue environnemental. Ça pourrait être vos livreurs qui repartent avec éventuellement, on peut imaginer un client qui avait déjà commandé et qui laisse l'emballage. Comment ça va marcher? Ou alors, dès qu'on va récupérer le burger, les frites, là c'est BioBurger, on les met de côté et on rend l'emballage tout de suite? Comment ça va fonctionner exactement? Sur ce pilote, on est parti sur un modèle qui est un petit peu plus simple, c'est-à-dire que c'est le client, un livreur va amener la commande avec un contenant réutilisable et c'est le client qui pourra réamener cet emballage directement au sein du restaurant pour se faire rembourser. La raison pour laquelle on n'a pas souhaité passer par les livreurs dans cette expérimentation, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est une raison financière, puisque du coup, ça doublerait le coût de la prestation logistique, puisqu'au lieu d'avoir uniquement un aller, il y a un aller et un retour. Ouais. Et donc, notamment, la question de qui porte ce coût financier est une vraie inconnue, puisque la livraison, c'est bien connu, c'est pas une activité... Ça altère le modèle économique de la consigne, d'accord. Et c'est pas un modèle qui, aujourd'hui, s'illustre par des marges très larges. Et la deuxième raison, c'est une raison hygiénique, puisque ça voudrait dire qu'au sein du même sac, le livreur transporterait des contenants propres et des contenants qui ont déjà été utilisés. Donc, notamment dans le contexte actuel, on s'était dit que c'était pas forcément la meilleure idée de... C'est intéressant, parce qu'on se dit, voilà une belle idée, et puis après, on liste tous les problèmes potentiels, en tout cas, toutes les questions auxquelles il faut répondre avant de généraliser. Vous travaillez sur la problématique des emballages depuis longtemps, notamment grâce à un partenariat avec Dinovia. De quoi s'agit-il? Alors en fait, le partenariat avec Dinovia, l'idée c'est... Aujourd'hui, quand Uber Eats, on travaille avec 28 000 restaurateurs en France. 70% de ces restaurateurs sont des indépendants et 30% des restaurants sont plutôt des enseignes de chaîne. Les
petits restaurateurs qui sont des indépendants n'ont pas forcément les ressources, qu'elles soient financières ou même humaines, pour travailler sur les problématiques de transition écologique. Et donc nous, on estime qu'en tant que plateforme d'intermédiation, peut-être un point d'ailleurs, une petite parenthèse importante, c'est que nous, notre modèle, c'est de faire de la mise en relation entre les restaurants, les coursiers et les livreurs, mais on n'est pas producteur de la nourriture et on n'a pas la main mise sur le choix de l'emballage. En revanche, on estime qu'on a une vraie responsabilité sur l'accompagnement des restaurants dans leur transition écologique et sur la sensibilisation des consommateurs. Et donc c'est pour ça notamment qu'on avait mis en place le partenariat avec Dinovia. L'idée, c'est s'associer avec Dinovia, qui est une marque qui propose des contenants éco-responsables recyclables, pour les proposer aux restaurants partenaires d'Uber Eats à un tarif réduit. Alors, quelques chiffres, vous en avez donné un sur Uber Eats France, disponible dans plus de 250 agglomérations dans le pays, livraison proposée à plus de 55% de la population, 40 000 livreurs indépendants et, vous nous l'avez dit, 28 000 restaurants et commerçants partenaires. Ça veut dire que vous êtes dépendant, hein, on a bien compris, de ces partenaires, restaurants ou commerçants, pour vos gestes éco-responsables. Par exemple, pas de couvert, pas de paille, pas de serviette par défaut. Ça, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de vos partenaires. Comment ça marche, ça ? Encore une fois, ce n'est pas nous qui préparons la commande. Je sais bien. On ne peut pas contrôler ce qu'on va mettre ou ce qu'on ne va pas mettre dans le sac. En revanche, nous, à la fois sur le volet sensibilisation et aussi sur l'expérience client et le produit qu'on propose, on a des actions qu'on peut prendre. Et par exemple, depuis 2019, l'exemple que vous citez, on a mis en place en 2019 l'option par défaut, pas de couvert, pas de sauce, pas de serviette, pour réduire la quantité de déchets générés par notre activité. Et aujourd'hui, c'est 85% des livraisons qui s'effectuent avec cette option-là, donc pas de couvert et pas de serviette. Vous faites la promotion des restaurants qui sont engagés justement sur ce chemin d'éco-responsabilité ? On le fait depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin de l'année 2020. On a recommencé cette année. Notre mécanisme, l'idée c'est d'avoir un incitatif pour les restaurateurs à adopter un comportement plus vertueux en leur donnant plus de visibilité au sein de l'application pour augmenter l'activité qu'on est capable de leur apporter. Et la manière dont on travaille pour faire ça, c'est qu'en fait chaque semaine, nous on a des centaines de milliers de livraisons qui vont être évaluées par des consommateurs et les consommateurs vont pouvoir notamment évaluer la qualité de l'emballage et notamment si c'est un emballage éco-responsable ou non. Et donc sur la base de ces retours qu'on a des consommateurs, on va mettre en avant les restaurants les plus responsables d'un point de vue de l'emballage. Et par exemple, on a mené fin 2020 une campagne et on a fait la même chose sur le premier trimestre de l'année 2021 où pendant toute une semaine, les frais de livraison étaient offerts sur tous les restaurants qui étaient jugés comme étant les plus vertueux. Alors vous faites des efforts sur les emballages, vous testez un système de consigne, mais vous êtes critiqué sur le volet social de votre activité. On va rappeler déjà quel est le statut de vos livreurs. Alors, les livreurs qui utilisent l'application Uber Eats sont des indépendants. Et donc, à 99%, ils sont sous un statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi pas en CDI ? Pourquoi pas des salariés ? Alors, plusieurs choses. Il y a le point principal, c'est qu'est-ce que veulent les livreurs ? Et quand on les interroge, donc, on fait toutes les années un exercice de consultation nationale où on va interroger tous les livreurs qui utilisent l'application en France via un sondage. Et ensuite, on va organiser des tables rondes, donc plus d'une quarantaine sur la dernière consultation, pour avoir vraiment leur retour. Ce qui ressort de cet exercice-là, c'est qu'à 86%, la raison pour laquelle les livreurs déclarent utiliser l'application Uber Eats, c'est pour la flexibilité qui est permise par ce type de modèle. La manière dont ça fonctionne pour un livreur, c'est qu'un livreur s'inscrit, crée son compte, met en ligne ses documents, son compte est activé, et ensuite le livreur est libre de se connecter où, quand et pendant la durée qu'il souhaite, et de se connecter ou non. Donc il n'y a aucune contrainte, il ne faut pas se connecter de telle heure à telle heure, on n'est pas obligé de faire un certain nombre d'heures par semaine, et donc ça répond à un vrai besoin, notamment pour des gens qui ont déjà une activité principale à côté, par exemple des étudiants. On a 70% des personnes qui utilisent l'application aujourd'hui qui font ça en complément d'une activité principale, et ça correspond aussi à un autre besoin qui est la durée pendant laquelle cette activité va être effectuée, puisque souvent on fait ça uniquement pendant quelques mois, entre deux expériences professionnelles, en parallèle d'une activité. Mais ceux qui voudraient la sécurité, qui voudraient un CDI, pourquoi pas leur proposer ? Alors, nous, du coup, c'est pas notre modèle. Après, en effet, 86% des livreurs qui utilisent Uber Eats, c'est pas ce qu'ils souhaitent, mais il y en a probablement d'autres qui, du coup, n'utilisent pas l'application Uber Eats, qui sont intéressés par ça. Il y a une autre société de livraison qui est Just Eat, qui s'oriente vers ce modèle de CDI. Donc, c'est des opportunités qui existent. Il y a aussi des sociétés de coursiers qui proposent des modèles de salariat, mais nous, on a l'impression que ça ne correspond pas à ce que cherchent les personnes qui utilisent l'application. Et je pense que la vraie question qu'il y a derrière, c'est ce que les gens vont chercher via du salariat, c'est plus de protection, de la formation professionnelle, etc., c'est pas moins de flexibilité. Et donc nous, la manière dont on réfléchit sur ces sujets, c'est plus comment est-ce qu'on peut apporter cette protection, comment est-ce qu'on peut travailler sur le dialogue, comment est-ce qu'on peut travailler sur tous ces sujets-là
qui sont ce qu'on reproche souvent au statut d'indépendant, sans pour autant remettre en question la flexibilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu un symbole presque politique, et ça va peut-être être un enjeu des prochains mois. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a des soucis par ailleurs, mais bref, vous a aussi interpellé sur cette question. Il réclame, je le cite, une rémunération garantie avec un minimum horaire et une protection sociale pour les coursiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, ce qu'on répond à ça, donc déjà, on a eu des discussions évidemment avec la municipalité à Grenoble, donc on a eu l'occasion de s'entretenir avec eux sur ces sujets. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui peuvent exister sur l'activité des indépendants de manière générale et des livreurs en particulier. Et donc, notamment sur les sujets de la rémunération et sur les sujets de la protection sociale. Parce qu'il y a eu une petite manif à Annecy, une trentaine de livreurs qui réclamaient justement une meilleure tarification de leurs courses. Donc c'est quand même un enjeu, quoi. Nous, ce qu'on a décidé de faire là-dessus, c'est notamment augmenter le niveau de transparence qui existe sur les opportunités économiques avec la publication d'un rapport fin 2020, si je ne dis pas de bêtises, qui explique et c'est un rapport qui est public, qui explique de manière très claire comment fonctionne la tarification, quels sont les niveaux de tarification et quels sont les niveaux de revenus que peuvent générer les livreurs sur l'application. Et ce qui est important de souligner quand on parle des revenus des livreurs, c'est qu'on a une activité qui est très saisonnière, à la fois au sein de la semaine, puisque par exemple le soir, il y a plus d'activités qu'en l'après-midi, etc., en fonction des différents moments de l'année, où l'été, les gens vont avoir tendance à moins commander, et en revanche, il y a beaucoup de livreurs qui vont utiliser l'application. L'hiver, c'est un peu l'inverse, donc les revenus vont aussi évoluer. Et en fonction des villes, où par exemple, il va y avoir des villes où structurellement, la typologie de la ville fait qu'un livreur va pouvoir effectuer plus de livraisons par heure, etc. Quand on regarde tous ces facteurs-là, ce qu'on voit, c'est que la rémunération d'un livreur, par exemple, dans une ville comme Paris, c'est entre 8,30 € et 9,70 € net de cotisation sociale. Donc, c'est l'équivalent d'un après-impôt si on compare avec un modèle de CDI. Donc, sachant que le SMIC horaire net est à 8,11 €. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui quand on regarde ce que gagne... Comment ? Dernier mot. Pour conclure, allez-y. Donc, la transparence là-dessus et la protection sociale. On a une assurance gratuite qui est payée par Uber pour tous les livreurs qui utilisent l'application. Qui leur permettent d'avoir des droits et d'être couverts en cas d'accident. Merci beaucoup, merci Bastien Pahus d'être venu témoigner sur ce plateau. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur le e-commerce. Comment instaurer un commerce en ligne plus durable, plus écologique ? C'est le thème de notre débat avec nous en visioconférence Clémence Avignon, qui est Content Lead chez Ripac. Ripac qui propose des emballages réutilisables. Et puis avec nous au téléphone, Diane Semama, cofondatrice, présidente de DreamAct, qui est une e-boutique de consommation responsable. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Je vais vous poser la même question et je commence avec vous, Clémence Avignon. Les enjeux majeurs pour vous d'un e-commerce plus durable, c'est quoi ? En quelques mots, on va poser le décor. Oui, alors les enjeux du e-commerce durable, ça va être bien sûr par rapport aux produits déjà, donc il faut qu'ils soient vraiment durables, il faut qu'ils soient faits à partir de matériaux de qualité, et ça on a vu vraiment des très beaux progrès ces dernières années, mais il y a évidemment la problématique du packaging qui reste toujours un peu le maillon faible de la problématique e-commerce. Le packaging, évidemment, et puis la livraison aussi. Diane Semama, vous placez quoi comme enjeu important, vous ? Bonjour. C'est vrai, un peu les mêmes. Nous, au cœur de notre activité, c'est déjà proposer des produits qui soient fabriqués localement par des artisans et des jeunes marques engagées. Mais c'est aussi, je pense, des pratiques commerciales, au-delà des aspects de livraison, de retour, etc. Et le packaging, c'est aussi ces questions commerciales de promotion qui prennent finalement un peu les clients pour des jambons avec des politiques de promotion un peu bidons. C'est tous ces sujets, je pense, qui constituent les enjeux du e-commerce aujourd'hui. Clémence Avignon, le principe de Ripac, vous nous le rappelez en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc déjà, Ripac, ça répond à un vrai besoin qui a une croissance effrénée du e-commerce. En 2029, on aura 40 milliards de packaging envoyé en Europe, donc ça fait plus de 100 packaging par an par citoyen européen qui va être jeté finalement. Donc nous, c'est vraiment répondre à ce problème avec un emballage réutilisable. Donc en fait, c'est les marques qui vont choisir notre emballage, donc les marques comme par exemple Blissim ou Bash ou Picture Organique ou Opal vont simplement remplacer l'emballage à usage unique, donc le carton ou le sac en plastique,
par un repack, l'envoyer à leurs clients ou aux clients qui l'ont choisi. Et tout ce qu'il y a à faire quand on est client, qu'on a reçu sa commande, c'est simplement plier son repack. Donc j'en ai juste un très rapidement. Donc ça ressemble à ça et ça se renvoie donc en format lettre dans n'importe quelle boîte aux lettres dans le monde. C'est gratuit, ça nous revient. Nous, on va les nettoyer et s'assurer qu'ils soient prêts à repartir auprès d'une autre marque. Et voilà, et ça réduit énormément les déchets évidemment, mais aussi l'empreinte carbone. Diane Semama, si on reste sur la problématique des emballages, il y a donc la solution repack, réutiliser un emballage, effectivement, c'est intelligent. Il y a aussi la question de la taille des emballages et d'arrêter d'expédier du vide. C'est un vrai enjeu, ça, Diane Semama. Oui, exactement. En effet, on estime que presque un peu plus de 40% du contenu de nos colis en fait, est constitué de vide. C'est notamment ce que permet d'empêcher des solutions comme Repack ou on travaille avec un confrère de Repack sur notre plateforme et ça permet aussi, quand ça passe en boîte aux lettres, d'éviter en fait les échecs de livraison qui, par exemple, en 2018, c'est plus de 20 millions de colis qui ont été distribués une seconde fois parce qu'en fait, le livreur se heurte à une porte fermée à un client qui n'est pas là. Donc, c'est en effet très important comme solution. Effectivement, j'ai vu ce chiffre aux États-Unis, le retour produit, ça crée plus de 2 milliards de kilos de déchets, 15 millions de tonnes d'émissions de carbone par an, c'est vertigineux. Alors évidemment, c'est à la dimension d'un pays comme les États-Unis. Est-ce que vous avez des solutions, des idées en tête pour faire baisser ce retour marchandise? Je commence avec vous, Diane Semama. Oui, c'est simplement des pratiques à prendre en main en fait en tant que vendeur, en tant que distributeur. Nous, quand on se définit comme un e-commerçant responsable, on ne pense pas que au fait qu'on propose que des produits éco-responsables. Il y a tout un tas de pratiques à mettre en place, un modèle économique qui soit plus juste, mais aussi des pratiques à faire évoluer en fait dans la tête de nos clients, des pratiques qui vont parfois à l'encontre de ce qu'on rencontre ailleurs sur Internet, c'est-à-dire ne pas privilégier des livraisons rapides, express en moins de 24 heures, qui sont en fait un désastre écologique, ne pas faire comprendre que les frais de port offerts, en fait, ils sont offerts par quelqu'un et il y a un vrai enjeu en fait, cette question. Et puis aussi ces fameux retours qu'il ne faut pas privilégier. En fait, on estime que plus de 30% des retours vont à la poubelle en fait, parce que en fait, les marques n'arrivent pas à les replacer. Les sont ensuite invendables. Nous, par exemple, sur notre plateforme, on a un système automatisé où quand on voit qu'un client commande une même paire de chaussures en 2 tailles différentes, on l'appelle systématiquement, on le contacte systématiquement pour lui donner des informations complémentaires et ne lui expédier que la taille qui va le mieux lui aller pour éviter justement d'envoyer 2 paires de chaussures avec une paire forcément retournée, quoi. Clémence Avignon, est-ce qu'il faut changer peut-être la réglementation, par exemple interdire la destruction des marchandises retournées? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ou est-ce qu'il faut laisser finalement les entreprises trouver des solutions comme celle que Diane Semama vient d'évoquer? Évidemment, moi je pense vraiment qu'il faut aller vers plus de réglementation pour le e-commerce, tout simplement parce que voilà, on a des marques qui doivent donc, si on laisse aux marques la responsabilité de prendre ces décisions, évidemment c'est des décisions économiques qui sont, j'imagine, difficiles, donc il faut que ce soit supporté par une réglementation au niveau français ou au niveau européen pour limiter ces pratiques et exactement très intéressant, Diane, sur la communication directement aux clients eux-mêmes, en fait, sur non, ne commandez pas ces 2 paires de chaussures parce que c'est ça qui peut arriver. Et c'est des problématiques qui ne sont pas forcément comprises ou communiquées aux clients eux-mêmes. Clémence Avignon, justement, c'est intéressant ce que vous dites, l'information client, une meilleure information client, c'est-à-dire peut-être des photos de meilleure qualité, je ne sais pas, des emballages plus détaillés, des infos plus détaillées sur le produit. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça le moyen de faire baisser le retour marchandise? Oui, je n'irai pas contre ça, ça me paraît très intéressant. Nous, voilà, le seul moment où on privilégie un peu le retour marchandise, c'est vraiment pour tout sur des thématiques sur lesquelles on travaille aussi beaucoup avec les marques, c'est tous ces nouveaux modèles de business de location. Donc on travaille avec beaucoup de marques maintenant qui font de la location et c'est aussi une belle manière pour les gens de recevoir des produits temporairement, mais en tout cas, c'est certainement pas des produits qui vont être détruits à la fin et c'est aussi
une manière importante de réduire les déchets. Alors, Diane Semama, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire créer des outils qui permettent de rappeler les clients quand ils produisent, enfin ils commandent quasiment 2 fois le même produit. Il y a aussi des solutions techniques. On avait reçu ici une société qui propose des casiers de livraison qu'on peut installer dans les immeubles. Vous avez d'autres idées comme celle-là, Diane Semama? Alors déjà, il y a le choix du transporteur, tout simplement. Aujourd'hui, nous, par exemple, sur DreamAct, on privilégie complètement, et d'ailleurs c'est presque à 100%, le transporteur de public qui est la Poste, tout simplement parce que au-delà du fait que la Poste ait instauré une livraison quasi neutre en carbone en remplaçant leur parc automobile par des véhicules électriques et en compensant leurs impacts, c'est aussi parmi les seuls logisticiens qui ne roulent jamais à vide, en fait, parce que dans tous les cas, les véhicules tournent pour le courrier, etc. Et donc, c'est déjà une bonne manière. Ensuite, il y a tout ce qui va être relais colis, qui peut être pertinent et qui est très pertinent. Déjà pour faire venir les clients dans les boutiques de leur quartier, pour faire vivre aussi, et je pense que c'est aussi là le rôle du e-commerce, c'est de ne pas prendre le pas sur le commerce physique, sur les petits commerçants physiques. Ça, c'est aussi important, ça doit être un effet de levier et non pas un concurrent. Et ces relais colis permettent justement d'éviter ces échecs de livraison fréquents et qui... Voilà, et pour finir, c'est aussi, comme je le disais, ne pas privilégier les livraisons express qui font que des livreurs, en fait, roulent souvent à vide sur un Paris-Marseille pour livrer un colis dans les 12 heures, quoi. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas. Tout de suite, on va découvrir des céréales pour enfants, saines et bio. C'est possible. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Damien Guyavarge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Croquant, marque de céréales créée il y a quelques mois, lancée en tout cas en février 2021. C'est un marché déjà bien occupé. Avec quel positionnement, quelle idée de départ? L'idée est vraiment simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les céréales pour enfants, on sait que c'est du poison. C'est-à-dire que c'est bourré de sucre, c'est transformé, c'est gras, et les parents, ils hésitent vraiment à acheter des céréales pour leurs enfants. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une alternative saine aux parents et aux enfants, qu'elle soit du coup saine, bio et gourmande, parce que ça reste pour les enfants. Oui, c'est ça la question, c'est que est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu éduquer le goût des enfants? Parce que la difficulté, c'est que si on achète des céréales qui sont saines et bio et que les enfants ne les mangent plus, il y a comme un défaut. Ouais, du coup, moi, j'ai créé, donc à partir de août 2020, j'ai travaillé avec une nutritionniste et 20 familles sur les recettes, donc sur 3 recettes. Parce que l'idée, c'était vraiment, on peut faire des céréales saines, mais qui sont aimés par les enfants, c'est plus compliqué. Là, avec les 20 familles, j'ai pu voir justement que le goût sucré de certains enfants était déjà un peu trop prononcé et que ça allait être difficile, alors que d'autres qui étaient déjà habitués, ça allait être plus simple de les accompagner vers une alimentation encore plus saine. Donc, vous aviez aussi comme objectif un Nutri-Score A. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une marque de céréales pour enfants en dehors de la vôtre, j'ai pas l'info, mais qui est le Nutri-Score A, il y en a très peu. Donc ça supposait quoi comme effort ou comme imagination ou comme itération navette entre vous, les nutritionnistes, les parents, les enfants pour atteindre ce Nutri-Score A? Ouais, du coup, le but, c'est Nutri-Score A, pour faire simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses bonnes pour la santé que de choses pas bonnes. Et donc, du coup, il y a vraiment un gros travail sur les ingrédients qui doivent être de qualité, qui doivent être riches en fibres, en protéines, donc plein de choses bonnes pour la santé. Et du coup, de réduire ce qui est sucre, chocolat, choses gras, l'acide gras saturé, etc. Ça, il faut le réduire au maximum pour avoir une équation au final qui donne un Nutri-Score A. Vous voulez lutter contre le surpoids des enfants. Ça représente quoi aujourd'hui en France? En France, c'est 6 enfants par classe
qui sont en surpoids en France, donc c'est 17% des enfants, et c'est un gros enjeu de société parce que c'est un chiffre qui ne fait qu'évoluer dans le temps, et que si on fait rien, comme du coup c'est le cas aujourd'hui, ça va engendrer des problèmes de santé, d'inclusion sociale, et qui vont se répercuter sur les enfants, mais une fois adultes. Vous en êtes tout de votre développement lancé en février 2021, ça veut dire que le produit est disponible, pas encore, vous en êtes où ? Alors, il est bientôt disponible. Oui. C'est-à-dire que là, entre avril et mai de cette année, j'ai lancé une campagne de crowdfunding donc sur la plateforme Ulule. L'idée, c'était de valider bien le marché et d'avoir des précommandes pour en fait avoir une avance sur la première production. Parce que pour démarrer un produit, il faut avoir un peu de trésorerie. Là, en un mois, c'est plus de 760 paquets de céréales qui ont été prévendus. Ce qui représente à peu près 8500 petits déjeuners sains qui vont être servis et qui vont être livrés là, fin juin, début juillet. Donc là, c'est le grand démarrage. Elles sont produites où vos céréales, c'est quelle matière, comment vous sourcez vos matières premières? Alors du coup, les céréales, elles sont produites avec 4 à 5 ingrédients par recette. Il y avait vraiment une volonté aussi de réduire le nombre d'ingrédients, de ne pas avoir de trucs bizarres qu'on ne connaît pas. C'est vraiment des ingrédients qu'on peut retrouver dans le magasin et que chacun peut refaire en soi la recette chez soi. Les céréales sont produites dans un ESAT. Donc c'est un établissement médico-social qui permet à des travailleurs en situation de handicap de trouver un emploi, d'avoir un salaire et d'avoir une vie sociale. Et donc c'est dans le Finistère Sud. Donc c'est des céréales bretonnes. Et tous les ingrédients forcément sont bio. Parce que ça apporte aussi une touche de qualité et c'est ce que recherchent aujourd'hui les parents. Elles seront vendues comment ? On les trouvera. Donc là, il y a le système de précommande, mais sinon, elles seront vendues comment ? Alors, les céréales seront vendues d'une part sur le site donc croquant.fr et via des distributeurs, soit en ligne ou les magasins bio. C'est-à-dire que ça sera via la distribution magasin spécialisé bio. Merci Damien Guyavarche. Bon vent à vos céréales croquants. Bon lancement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 sur Bismart. Salut à toutes et à tous.